Petite question, combien de continents la Terre compte-t-elle réellement? 6, comme on l'enseigne généralement? Ou peut-être 5? Il n'existe pas de consensus. Selon les critères adoptés, les estimations oscillent entre 4 et 7. Or, certains chercheurs avancent désormais qu'un 8e continent aurait été récemment repéré, situé entre le Groenland et le Canada. Cette découverte pourrait également éclairer les mécanismes à l'origine des microcontinents. Que révèle cette trouvaille? Et pourquoi cette Terre immergée retient-elle tant l'attention? Si vous raisonnez comme moi, auquel cas nous serions au moins 2, l'idée de continent évoque sans doute des étendues terrestres telles que l'Europe ou l'Afrique, des régions émergées et habitées. Pourtant, en sciences de la Terre, cette notion ne dépend nullement du niveau marin. Ce qui la fonde, c'est la nature même des roches. La croûte terrestre se divise en 2 grandes catégories, la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte continentale est plus épaisse, moins dense et constituée de roches comme le granit, tandis que la croûte océanique est plus fine, plus lourde et formée principalement de basalte volcanique. La formation repérée sous le détroit de Davis, entre le Groenland et le Canada, semble correspondre à une portion de croûte continentale enfouie sous l'océan. Les scientifiques la qualifient de proto-microcontinent. Elle aurait commencé à se détacher d'une masse plus vaste, plusieurs millions d'années auparavant, sans jamais parachever sa séparation. Tandis que les plaques tectoniques se déformaient lentement, la croûte s'est fracturée. Un segment s'est mis à dériver, mais, pour une raison ou pour une autre, le processus s'est interrompu. Ce bloc n'a donc ni dérivé comme un continent à part entière, ni coulé comme l'aurait fait une croûte océanique. Il demeure sous les vagues, figé à mi-chemin. Cela le distingue des microcontinents à part entière, tels que la Zélandia, qui se sont totalement détachés et forment aujourd'hui des blocs tectoniques indépendants. Située près de la Nouvelle-Zélande, la Zélandia est un microcontinent submergé dont environ 94% de la surface se trouve sous l'océan. Mais comme elle est constituée de croûte continentale, nombre de géologues estiment qu'elle mérite le statut de 8e continent terrestre. Pourtant, le cas de Zélandia reste controversé, car sa superficie semble trop vaste pour qu'on la considère comme un simple microcontinent, et il n'existe aucune instance internationale apte à trancher officiellement. Nul organisme équivalent à l'ONU ou à un Conseil géologique mondial ne peut décréter qu'il s'agit là d'un nouveau continent. À l'inverse de Zélandia, Madagascar, qui émerge entièrement au-dessus du niveau marin, constitue un exemple classique de microcontinent unanimement reconnu. Vous vous demandez sans doute, Madagascar n'est-elle pas simplement une île? La vérité, c'est qu'elle est les deux. Elle constitue la 4e plus grande île du globe, entièrement entourée d'eau. Pourtant, sur le plan géologique, elle est considérée comme un microcontinent. Détachée du supercontinent de Gondwana, il y a environ 88 millions d'années, elle est composée de croûte continentale et non océanique. Contrairement aux îles volcaniques, telles qu'Hawaï, formées par la lave, Madagascar est un fragment ancien de croûte continentale. Elle réunit donc les 2 critères, île géographique et microcontinent géologique. Et c'est précisément ce qui rend ces découvertes captivantes. À l'image de Madagascar qui s'élève au-dessus des flots, cette nouvelle terre cachée sous le détroit de Davis se démarque sous la mer grâce à sa structure étonnamment atypique. Ce qui la rend singulière, c'est son exceptionnelle épaisseur. Là où la majorité du plancher océanique est fine comme du métal, cette formation s'apparente plutôt à une couche dense d'argile mêlée à des éléments continentaux. Sous cette couche protectrice, semblable à une couette épaisse, les chercheurs ont mis au jour d'étranges strates rocheuses, intrigantes car elles ne devraient pas se trouver à cet endroit. Ces formations ressemblent davantage à celles qu'on rencontre sur les continents qu'à celles observées dans les fonds marins. On y décèle des signes de structure proches du granit et des propriétés magnétiques particulières, ce qui suggère une parenté frappante avec les matériaux typiques de la terre ferme. Ces dimensions aussi sont frappantes. Ce proto-microcontinent mesure entre 19 et 24 km de large, soit à peu près la superficie d'une ville moyenne. Imaginez Manhattan, mais à près de 2000 mètres sous la mer. Le fait qu'il repose directement sous le détroit de Davis, l'un des plus vastes passages océaniques au monde. En fait, l'un des fragments de croûte continentale immergés les plus étendus découverts jusqu'ici. D'après les scientifiques, cette masse terrestre aurait commencé à se former entre 58 et 49 millions d'années auparavant, alors que le Groenland et le Canada dérivaient lentement l'un de l'autre. Peut-être avait-il simplement besoin de souffler. Ça arrive à tout le monde. En s'éloignant, la croûte sous le détroit de Davis s'est étirée, provoquant le déplacement d'une faille majeure. Mais la séparation resta inachevée. Il y a environ 48 millions d'années, le processus de création de failles s'est interrompu et le Groenland a brusquement ralenti son éloignement lorsqu'il est venu heurter l'île d'Ellesmere.
C'est un peu comme si un véhicule se déportait sur l'autoroute, avant de revenir sur sa voie, sans jamais achever sa sortie. C'est exactement ce qui s'est produit. Une portion de terre s'est retrouvée prise au piège entre deux mouvements tectoniques. Elle n'a pas dérivé pour former de nouveaux continents, ni été aspirée vers les profondeurs. Elle est simplement demeurée sur place, prisonnière des eaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce fragment de croûte terrestre possède son propre réseau de failles. Selon les chercheurs, il rappelle à petite échelle la célèbre faille de San Andreas en Californie. Une faille est une fracture dans la croûte terrestre, où des masses rocheuses glissent les unes contre les autres. On peut l'imaginer comme une zone où la surface terrestre s'est fendue en essayant de glisser sur le côté. En Californie, ce déplacement est toujours en cours, provoquant parfois des séismes. Mais sous le détroit de Davis, le scénario est différent. Le mouvement a commencé, puis s'est brusquement figé, comme si l'on avait suspendu le temps au cœur d'un bouleversement géologique. Il s'agit là d'un instant figé dans l'histoire de la Terre, conservé intact sous les flots. Pour les géologues, cela confère une importance capitale au microcontinent du détroit de Davis. Cette immobilisation soudaine permet de mieux comprendre pourquoi certains fragments de croûte se détachent aisément, tandis que d'autres se déforment, s'arrêtent ou disparaissent. Et cela ne concerne pas que la recherche théorique. En étudiant ces processus, les scientifiques peuvent mieux anticiper les futurs mouvements terrestres, l'évolution des failles, ainsi que les risques sismiques à venir, ce qui pourrait s'avérer utile à tous. Comprendre comment naissent les microcontinents pourrait nous aider à prévoir les grandes transformations de la surface terrestre sur plusieurs millions d'années, avec des répercussions allant des modèles climatiques à la répartition des ressources. Mais au-delà de ces enjeux, les progrès techniques nécessaires à de telles découvertes représentent déjà une avancée majeure. Les outils utilisés pour cartographier ce territoire englouti servent également à l'exploration pétrolière, à la pose de câbles sous-marins, au suivi climatique ou encore aux opérations de secours. Pendant longtemps, cette terre dissimulée près du Groenland est demeurée invisible. Il y a à peine une quinzaine d'années, les profondeurs du détroit de Davis restaient largement méconnues. Froides, profondes et inhospitalières, elles figuraient parmi les zones les plus difficiles à sonder. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, la découverte de ce continent englouti semble imminente. Les scientifiques sont enfin en mesure de voir et d'entendre ce qui se passe sous ces eaux glacées. Pour cela, ils ont d'abord recours à l'imagerie par réflexion sismique, une technique consistant à envoyer des ondes sonores vers le fond marin, puis à enregistrer les échos renvoyés. Chaque couche rocheuse réagit différemment, ce qui permet de reconstituer une image souterraine. Le principe s'apparente à celui des chauves-souris, qui se déplacent dans l'obscurité grâce aux échos. Les satellites ont aussi leur rôle à jouer. Ils collectent des données gravitationnelles. Cela peut sembler étonnant, mais les roches, selon leur nature, n'ont pas toutes la même densité. Les plus massives exercent une attraction plus forte, que les satellites savent détecter avec une grande précision. Autre outil essentiel, les capteurs sous-marins. Posés au fond de l'océan, ils écoutent dans les vibrations naturelles, comme les secousses sismiques ou les déplacements de roches. Ces signaux aident les chercheurs à évaluer la composition de la croûte terrestre ainsi que son épaisseur. On les compare volontiers à des oreilles immergées, attentives à chaque frémissement des profondeurs. Il est très probable que des véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, aient aussi été employés. Ces robots sont capables de cartographier le relief sous-marin avec une précision remarquable, même sous une épaisse couche de glace. L'enthousiasme des chercheurs est palpable, car l'enjeu dépasse la simple découverte géologique. Ce territoire inconnu constitue un véritable laboratoire naturel. L'analyse du microcontinent du détroit de Davis constitue une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui président à la formation, à l'évolution, voire à l'incomplète séparation des microcontinents. Elle rappelle aussi que la croûte terrestre n'est pas aussi nettement divisée qu'on le croyait. Sous l'océan, d'autres terres cachées, près du Groenland ou ailleurs, pourraient exister des quasi-continents attendant d'être découverts. Ce continent englouti, qui n'a peut-être jamais accédé au statut de continent véritable, modifie néanmoins notre perception des dynamiques tectoniques. Grâce aux technologies de pointe désormais disponibles, des régions jadis négligées livrent de peu à peu des indices sur les âges anciens de la Terre, et peut-être aussi sur ce que nous réserve son avenir.